À la une ce soir, Irma, ouragan de catégorie 5, des vents allant jusqu'à 360 km/h, des pluies diluviennes. Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront touchés de plein fouet dans la nuit. Nous y serons en direct par téléphone dès le début de ce journal. Les services de secours sur le qui-vive en Martinique, Croix-Rouge, pompiers, sécurité civile se préparent pour venir en aide aux éventuelles victimes. Reportage dans ce journal. Les effets de l'ouragan se font déjà sentir chez nous. Des vagues de 3 à 4 mètres de haut ont été observées ce matin sur la côte atlantique. Vigilance rouge de Météo France. Et puis la rentrée du lycée Bellefontaine, les élèves ont découvert leur emploi du temps ce matin avec un jour de retard après un débrayage d'une partie du personnel en raison du gel des contrats aidés. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est un véritable monstre de la nature qui est aux portes de l'arc antillais. Irma, ouragan majeur de catégorie 5. Il doit toucher Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans la nuit. On prend tout de suite la direction de Marigot à Saint-Martin où l'on retrouve par téléphone Karim Rosas, le rédacteur en chef du quotidien Le Pélican. Bonsoir Karim. Quelle est la situation à l'heure où on vous parle? Oui, bonsoir. Jean-Marc, à l'heure actuelle, vous supposez bien, c'est un petit peu le calme avant la tempête. La population de Saint-Martin attend l'arrivée de l'ouragan Irma, un ouragan de catégorie 5. Les premiers effets devraient se faire ressentir en milieu de nuit avec un pic à partir de 6 heures du matin, avec notamment des vents de plus de 250 km/h et des rafales à plus de 300 km/h, donc à partir de 6 heures du matin, donc demain. On peut dire que la population ici à Saint-Martin s'est préparée sans panique, mais elle a surtout pris la situation très au sérieux dès le milieu de la semaine dernière. Vous savez, Irma, dès la semaine dernière, avait les mêmes caractéristiques que l'ouragan Louis. Et vous savez, l'ouragan Louis, qui était de catégorie 4, avait complètement dévasté Saint-Martin il y a 22 ans, jour pour jour. Donc c'est avec ce souvenir un peu douloureux en tête que la population s'est préparée au mieux. Alors les autorités ont placé l'île en vigilance rouge pour cyclone ce midi. Quels ont été les préparatifs? Est-ce qu'il y a eu des évacuations de zones notamment dangereuses? Oui, effectivement. Jean-Marc, un certain nombre de préparatifs se sont mis en place dès lundi avec une rentrée scolaire qui a été repoussée, d'une part pour permettre aux personnes de se préparer, mais surtout, vous savez, certaines écoles abrite les abris cycloniques, donc il fallait pour les agents de la collectivité le temps de préparer ces abris cycloniques. Des renforts sont arrivés à la demande de la préfète Anne Lobiès, envoyés par le ministère de l'Intérieur, des spécialistes en sauvetage et en déblaiement qui sont arrivés donc lundi après-midi avec des pompiers également venus de la Guadeloupe et des médecins. Vous savez, Saint-Martin doit s'attendre donc à des vents d'une extrême violence. Et vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu Saint-Martin, en Martinique, nos côtes sont extrêmement exposées à la hausse cyclonique, mais aussi au déferlement important des vagues. Donc la préfète a pris une décision forte hier, celle de faire évacuer certains quartiers trop proches de la mer ou en zone inondable. Donc face atlantique, ce sont les quartiers de Baie-Orientale, de quartier d'Orléans, et face Caraïbes, les quartiers de Grand-Case, Sandy-Grand ou Beneke. Alors dernière question, Karim, l'île de Saint-Martin est coupée en deux avec une partie française et une partie sous les autorités néerlandaises. Est-ce qu'il y a une différence de traitement de la crise en fonction des autorités? Oui, vous savez, l'île de Saint-Martin, c'est une seule et même île, mais avec on peut le dire, deux pays différents. Donc il y a la France sur le côté de Saint-Martin et donc Saint-Martin qui a son propre gouvernement. Donc il y a deux façons complètement différentes de procéder, des protocoles qui sont propres à chacun. Donc si vous voulez, nous on a suivi un petit peu tout ce qu'on connaît en Martinique ou en Guadeloupe, et à Saint-Martin, ils ont leur propre protocole. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ils sont en couvre-feu, donc il y a interdiction de circuler. Et donc le responsable de la police de Saint-Martin a envoyé un message il y a encore quelques heures pour dire que ceux qui circuleraient seraient arrêtés par les services de police. Ici à Saint-Martin, j'étais encore sur la route il y a 15-20 minutes. Il y a encore certaines personnes qui circulent, des gens à pied, parce que vraiment c'est calme en ce moment. Vraiment, il n'y a pas de vent, pas du tout. Il y a un silence qui règne, c'est assez impressionnant. Et il y a encore une certaine activité, des gens qui circulent à pied, qui discutent, et d'autres personnes qui
qui circulent en voiture, mais pas beaucoup. On attend la vigilance, enfin on est en rouge, on devrait passer en violet dans quelques heures, je suppose, et là tout le monde sera confiné chez soi en attendant l'ouragan Irma et ses vents de 300 km/h. Karim Rosas en direct de Saint-Martin par téléphone, merci beaucoup et mettez-vous à l'abri. En partant en Guadeloupe, l'île a été placée en vigilance rouge cyclonique ce midi. Les écoles et les administrations sont fermées au moins jusqu'à demain. Les Guadeloupéens se préparent au pire. Les autorités aussi, certains habitants sont appelés à quitter leur logement. À Capesterre-Belle-Eau, le reportage d'Yvan Lemar. Pour votre sécurité et à la demande du préfet, je vous demande de quitter vos habitations. Depuis ce matin, un membre de la municipalité sillonne les différents quartiers du littoral. Objectif, faire évacuer les habitants de la zone à risque, comprise entre Bananier et Four-à-Chaud. L'instruction, c'est de quitter les habitations. Bien entendu, les gens ont déjà préparé leurs affaires, ils ont déjà mis leurs papiers en sûreté, comme certains me l'ont dit. Mais là, il s'agit de quitter les habitations. Je parle d'habitations des zones à risque, avec effondrement, comme ici où nous sommes là actuellement. Mais vous avez des récalcitrants, il faudra faire intervenir sûrement les forces de l'ordre, parce que là, en plus, ils sont les plus exposés qui ne veulent pas partir. Alors la préfecture m'a demandé de faire remonter ces informations pour pouvoir procéder à l'évacuation de ces personnes. Donc nous sommes en train de relever les noms et nous allons faire remonter ces informations au niveau de la préfecture. Dans la section Poirier-Sainte-Catherine, cette habitante se prépare à évacuer. Sa maison est en mauvais état et trop près de la falaise. La mer, elle monte, elle gagne de plus en plus et elle va très loin. Jusqu'au niveau de la route, il y a la route qui passe plus loin. Et de ce côté, comme il y a la falaise, ça fait un gouffre et ça retourne et ça remonte encore à chaque fois et ça vient tout devant là. Vous voyez, tout derrière chez moi, vers les cocotiers les plus près. Il y a ceux qui tombent même et c'est comme ça. Un peu plus loin, Mathias, situé lui aussi près de la falaise, préfère rester chez lui. J'ai déjà cloué, j'ai déjà arrangé un peu de choses. Mais moi, ce que je dirais, peut-être ça va passer très loin de nous. Mais je ne dirais pas qu'il ne va pas avoir de la pluie ou peut-être un peu de vent, tout ça. Mais il faut savoir que quand ça sort comme ça, il descend. Bon, s'il y a un danger un peu plus tard, je sortirai. Parce que j'ai l'habitude de prendre la mer ou le vent, un peu tout par là. Hein. Et moi-même, j'ai déjà fait des demandes à la mairie pour avoir une petite maison. Personne ne s'occupe pas de moi. Alors je reste dans ma position. Quoi. Un nouveau contrôle sera effectué par la gendarmerie. L'ensemble de la zone doit être évacué avant l'arrivée de l'ouragan. Évacuation également à Sainte-Anne, la commune côtière de l'Île-Sœur, où des vagues de 10 mètres de haut sont attendues. Les risques d'érosion du littoral et de submersion sont importants. On fait le point avec Linda Kaersi. Sur la plage du bourg de Sainte-Anne, on est bien loin du farniente habituel et pour cause, Irma menace la côte. Dans cette auberge touristique, à proximité de la plage, tout a été mis à l'abri. On a tout rangé puisqu'ici, c'est un loft, il y a beaucoup de coussins, de choses comme ça. Il y a un bar ici, un nouveau bar d'ailleurs qui est sur la plage. Et donc, il faut tout ranger. En mairie, à l'approche de l'ouragan, là aussi branle-bas de combat, réunion de crise pour protéger la population. Lorsque nous serons en alerte rouge, nous aurons des élus qui iront sur chaque abri sûr, ce que vous pouvez trouver sur notre site, mais qui sera diffusé aussi par la radio, par la télévision. La période de confinement, donc il y a le poste de commandement qui sera en mairie. J'y serai avec les principaux collaborateurs et membres de la gendarmerie et aussi des pompiers. Dans les murs de la municipalité, tout le nécessaire de survie, couchage, médicaments, eau, pour répondre aux besoins des administrés. Pour les différents abris sûrs, les matelas, les lits de camp, tout ça, et tout ce qui est les premiers soins et avant l'arrivée des premiers secours, des premiers médicaux, tout ça a été mis en place par les moyens généraux et d'autres moyens encore qui ont été mis en place. Je ne peux pas énumérer pratiquement tous ces moyens, mais je pense que la ville de Sainte-Anne est prête à contrer l'éventuelle arrivée d'Irma. Avis à la population. En raison de l'arrivée de l'ouragan Irma, le maire de la commune de Sainte-Anne demande à la population de se rendre dès à présent chez un parent ou un proche dont l'habitation est située en hauteur.
Sur le terrain, la police municipale se charge d'informer la population sur les abrissures. Nous allons sillonner en fin de compte les endroits un petit peu où c'est inondable. Nous allons en fin de compte lire tout ce communiqué pour que les gens puissent être sensibilisés sur le fait qu'il faudrait effectivement qu'ils prennent un petit peu plus de précautions. Donc dès à présent, ils seront obligés effectivement de joindre des abris surhumains qui appartiennent à leurs parents en hauteur par exemple. Et dès l'alerte rouge déclenchée par le préfet, là, ils seront obligés de sortir de chez eux des zones inondables et de venir dans les abris que nous allons communiquer. Un message qui passe très bien du côté de la population, même si certains préfèrent rester dans leur maison. Fermé, donc on nous a conseillé de rester à l'intérieur, de tout fermer, les fenêtres, la maison est anticyclonique, donc visiblement on ne risque rien, on connaît les lieux sûrs, on s'est renseigné auprès de la mairie, donc tout ira bien je pense, enfin, je le souhaite. À la mi-journée, la vigilance rouge cyclonique a été déclenchée. La municipalité de Sainte-Anne restera sur le qui-vive. En Martinique, la solidarité s'organise en prévision des éventuelles victimes dans les îles du Nord. La Croix-Rouge a activé sa plateforme d'intervention Amérique-Caraïbes. La préfecture a mis en alerte des équipes de la sécurité civile. Quant aux pompiers, ils sont prêts à partir pour Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. Sandrine Claude. Les gars, où est la malle des tronçonneuses? Ouais, c'est vrai. Vous avez vérifié si ça fonctionne? À quelques heures de l'arrivée d'Irma, la section de sauvetage et de déblaiement du centre d'incendie et de secours passe en revue son matériel. On a sorti l'ensemble du matériel de manière à l'inventorier et à vérifier son bon fonctionnement, de manière à pouvoir faire des ajustements s'il y a besoin de faire réparer du matériel ou d'acquérir de nouveaux matériels d'ici qu'on nous demande d'être projeté ou pas. Ce matériel, ce centre de matériel servira avant tout à la population martiniquaise et si jamais on nous demande d'intervenir en renfort, une partie de ce matériel sera utilisée pour aller porter main forte aux îles voisines. Par mesure de précaution, l'Université des Antilles a décidé de fermer ses portes. Peu avant, l'ouragan était encore au centre des conversations sur le campus. Dans ce groupe d'étudiantes, Cassandra, d'origine guadeloupéenne. J'ai pratiquement toute ma famille en Guadeloupe, du côté de ma mère et du côté de mon père, qui en ce moment, j'ai envie de dire, j'ai pas trop de nouvelles par rapport à l'ouragan. Au niveau des ouragans, on est habitué et ça se passe plus ou moins bien, on sait comment gérer. Ma soeur en Guadeloupe m'a envoyé un message et elle m'a dit qu'ils sont dans la merde. Adèle a elle aussi de la famille sur l'île Sœur. Malgré un contact régulier avec ses proches, elle ne cache pas son inquiétude. J'ai ma soeur et ses enfants et j'ai aussi ma famille paternelle en Guadeloupe et ils sont un peu inquiets, surtout qu'ils habitent du côté de Grande-Terre. Moi j'ai peur pour eux parce que j'ai déjà vu ce que ça peut faire, ce genre de phénomène. Comme à chaque catastrophe naturelle sur la zone Antilles, c'est ici, à la préfecture de Martinique, qu'est implanté l'état-major de zone. Les décisions sont prises à échelle régionale mais aussi départementale. Les communes concernées ont été alertées. Il leur a été demandé de se tenir prêtes à activer dès que nécessaire leur PCC, leur poste de commandement communaux. Les services publics, le SDIS, la collectivité territoriale de Martinique, les gendarmes sont extrêmement mobilisés et vigilants et suivent avec attention l'évolution de cette situation. Des mesures plus localisées pourront être prises par les communes en fonction de l'évolution de la situation et du positionnement des écoles par rapport à la houle. Les forces vives de l'île devraient rester mobilisées jusqu'à au moins demain, prêtes à réagir face aux dégâts que l'ouragan Irma pourrait causer lors de son passage sur l'arc antillais. Et une réunion de crise se tient en ce moment à la préfecture. Une de nos équipes est sur place. Nous y reviendrons dans le cours de ce journal. Les effets de l'ouragan toujours en Martinique, ils sont visibles sur la côte atlantique. Regardez ces vagues de 3 à 4 mètres de haut. L'île a été placée en vigilance rouge par Météo France pour mer dangereuse à la côte. Les professionnels ont mis leurs embarcations à l'abri, tout comme les plaisanciers. La forte houle a tout de même fait des heureux parmi quelques surfeurs imprudents. Le reportage de Johan Boulard. Des vagues de 3 à 4 mètres, une mer qui se déchaîne, Irma nous livre ses premiers signes. Depuis la mi-journée, la vigilance rouge pour mer dangereuse est déclarée, des conditions extrêmes, en principe très appréciées des surfeurs. Depuis ce matin, ils font le tour de l'île à la recherche de la vague idéale. Mais aujourd'hui semble être un jour sans. Ce Trinidadien, surfeur chevronné, ne pense pas se jeter à l'eau. La tempête est vraiment proche de la Martinique maintenant. La houle est vraiment désordonnée.
Nous préférerions que la tempête soit un peu plus loin et les vagues seraient plus longues et plus propres. Ce serait mieux pour nous. 1 heure plus tard et quelques kilomètres plus au nord, c'est la houle du Marigot qui séduira ses mordus de glisse. 3 mètres offshore. Yeah, I'm happy. Je suis content. Allez, let's go. Eux ne se risqueront pas à braver les vagues. À Trinité, les marins pêcheurs ont mis les embarcations les plus vulnérables à terre. Comme ils n'ont pas autovideur et puis ils n'ont pas de pompe de cale, comme si ni là, quand ils ont annoncé la pluie, et comme la pluie est tombée peut-être beaucoup, alors ils préfèrent mettre le canot à terre, comme ça va éviter de descendre dans une période de mauvais temps pour aller tirer de l'eau dans ces bateaux. Mais pas d'affolement, le relief permet de rester confiant face à cette houle menaçante. Quelle que soit forte houle la mer a passé par Kouaï là et a amorti les gros houles à venir. Ça veut dire que tout le temps on est en barrière de Kouaï ou protégé. Pas d'inquiétude non plus pour les plaisanciers de Port-Coé. Là aussi, la géographie du site rassure. Les 130 bateaux amarrés ici seraient en sécurité. Seule la pluie pourrait faire des siennes. Les trappes, on va bien s'assurer qu'elles sont bien fermées parce que s'il pleut beaucoup, donc on fait un petit contrôle du bateau, pas en précaution, mais sans vraiment d'inquiétude, puisque il n'y a que la houle qui nous concerne à Martinique, et à Port-Coé, on sait bien qu'il n'y a pas de houle. Nous sommes dans un endroit privilégié et très protégé, donc on n'a pas de doute là-dessus. La houle devrait encore croître dans les prochaines heures. Rien qu'en début de soirée, les vagues pourraient atteindre 5 à 7 mètres. Et justement, on va faire le point sur les dernières informations météorologiques. On va rejoindre Sandrine Claude au siège de Météo France Martinique. Alors vous l'imaginez bien, ici depuis plusieurs jours, les équipes sont en pleine effervescence, elles scrutent attentivement leurs écrans. Alors de mémoire d'homme, il semblerait qu'il n'y ait jamais eu un phénomène aussi massif, important, observé dans cette zone. Alors Christian Massip, vous qui êtes justement prévisionniste, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'observer un phénomène d'une telle ampleur ? D'une telle ampleur, non, puisqu'on n'a jamais eu un cyclone aussi puissant qui puisse menacer les Antilles. Ça ne veut pas dire que c'est le plus puissant jamais observé sur le bassin d'Atlantique. Mais par contre, oui, en 1995, il y a eu Luis que j'ai pu connaître. Est-ce que finalement les données que vous avez pu observer depuis plusieurs heures, plusieurs jours, en tout cas depuis l'approche de cet ouragan, sont finalement conformes aux prévisions en tout cas ? Oui, ben, tout à fait. En fait, on sait que quand on fait des prévisions, il y a une marge d'erreur sur la trajectoire, sur l'intensité. Elle a été très très faible puisque nous avons depuis plusieurs jours annoncé donc un grand danger pour les îles du Nord avec un ouragan de classe 4 voire 5. Et là, effectivement, on a un classe 5, mais 5 déjà de haut niveau. Donc, on était peut-être un tout petit peu en dessous, mais sur les effets et les impacts, c'est, on va dire, une question de nuance. Puisque, de toute façon, dans cet œil-là, et ici, qui va se diriger droit sur les îles du Nord, avec, bien sûr, toutes les petites îles qui vont être impactées, il y a des vents de 300 km/h en moyenne, des rafales de plus de 300 km/h qui vont sévir, avec de la turbulence, des changements de direction. Une mer énorme, des montées ont plus de 10, voire 14, 15 mètres de creux, avec du déferlement et aussi ce qu'on appelle de la surcote marine, c'est-à-dire le niveau de la mer va s'élever et il y a donc un fort risque de submersion sur les zones de basse altitude près des littorales les plus exposés. Donc il faut ajouter aux pluies, au vent, à la mer, le risque d'orage qui vient en plus, il y a de nombreux foyers orageux et des fois une activité électrique intense. Alors finalement, à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures cette nuit ? Alors ça dépend à quel endroit, puisqu'en fait c'est très très variable. Près du centre, les conditions sont dantesques. Quand on s'éloigne un petit peu, c'est moins fort. Alors par exemple, pour revenir sur la Martinique, ce qui va nous arriver, on va avoir un peu comme ce qui s'est passé cet après-midi, on va avoir de nouvelles pluies qui vont se produire. Pas très très intense puisque nous sommes en niveau jaune pour la vigilance pluie, du vent qui va se renforcer de direction très inhabituelle puisqu'il va passer sud-ouest puis sud. Il va être très très sensible, on va dire assez fort.
S'il y a un grain qui passe, on pourra avoir des rafales qui peuvent approcher 80 km/h quand même, des vents moyens de 40 à 60 km/h, donc ce ne sont pas des valeurs extraordinaires. Par contre, le danger, là, pour le moment, c'est cette houle que produit Irma, qui est déjà sur nos côtes, avec aux dernières mesures déjà plus de 3 mètres en creux moyen, des grandes périodes, ça veut dire des déferlements énormes, et qui est actuellement en train de monter pour atteindre un pic vers 20h jusqu'à 22h, avec des creux moyens qui vont se situer, suivant les endroits, de 4 à 6 mètres et des creux maxi qui pourront atteindre 8 mètres voire 9 mètres. Donc là, on a effectivement des zones, des déferlements à la côte qui sont très très puissants, très dangereux et qui peuvent même localement produire ce qu'on appelle de la submersion marine, c'est-à-dire de l'inondation par la rentrée de la mer dans les terres de très basse altitude. Vous l'aurez donc compris, la vigilance est encore de mise, non seulement pour la Martinique, mais en particulier pour les îles du Nord ce soir jusqu'à demain. Et puis notez qu'en Martinique, en raison des intempéries, la journée d'intégration des élèves de 6e du collège Georges-Elisabeth de Rivière-Salée a été reportée à vendredi. Elle était initialement prévue demain et dans ce même établissement, la rentrée générale prévue jeudi a été reportée à lundi. Enfin, toujours en raison des intempéries, la journée porte ouverte des associations sportives prévue samedi à Fort-de-France a été reportée au samedi 16 septembre. Puis notez que l'association SOS Crise a ouvert sa ligne de téléphone, vous le voyez, c'est inscrit en bas de votre écran, le 05 96 42 00 00, 05 96 42 00 00. L'association est en contact avec les secours, vous pouvez la contacter en cas de besoin. Voilà ce qu'on voulait dire ce soir sur le passage de l'ouragan Irma aux Antilles. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions et vous pouvez rester informés sur notre site internet et sur notre page Facebook. À suivre dans votre journal le reste de l'actualité. Au lendemain du jour de la rentrée, les élèves du lycée de Bellefontaine ont pu retrouver leur établissement. Et puis dans votre JT des communes, dernière ligne droite pour la rediffusion, le best-of. Ce soir, focus sur Médard Haribo, le Robin des Bois martiniquais. Au lendemain du jour de la rentrée, je vous le disais, un syndicat annonce un mouvement de grève pour le 11 septembre prochain en raison de la suppression dite brutale des contrats aidés qui mettrait en difficulté le personnel de la vie scolaire. Les représentants du SNES-FSU Martinique ont tenu une conférence de presse ce matin. Écoutez ces réactions recueillies par Loïc Régis. Tout ce qui concerne le gel du point d'indice, la journée de carence, l'étalement des mesures de revalorisation salariale. Mais le pire pour nous aujourd'hui, pour l'instant, c'est l'état des vies scolaires et la suppression des emplois aidés qui est prévu par l'État. Il faut savoir qu'en Martinique, en mars 2017, on a 920 contrats aidés dans l'éducation nationale et on tombe à 380 personnels dans les établissements scolaires au 1er septembre 2017. Donc c'est une situation extrêmement difficile parce que ce sont des personnels qui sont employés dans les établissements et particulièrement dans les vies scolaires, ce que l'on appelle globalement des surveillants, qui sont là pour pouvoir garantir ce climat de sérénité à l'intérieur des établissements, pour pouvoir échanger avec les élèves, qui sont au plus près des élèves, qui ne seront plus dans les établissements scolaires. Donc la garantie la plus élémentaire de sécurité au sein d'établissements n'est pas assurée puisque ces personnels-là ne seront plus là. Le SNES appelle tous les personnels, et particulièrement les personnels de vie scolaire, à se mobiliser dès lundi, puisque lundi, c'est le jour de la rentrée générale dans l'académie pour la plupart des établissements scolaires. Et le SNES syndique plus de 80% des CPE de l'académie. Donc on sait de quoi on parle quand on parle de vie scolaire. Il faut bien que vous soyez conscients qu'à partir de lundi, les vies scolaires seront mortes dans l'académie Martinique parce qu'aucun surveillant, aucun CPE ne sera en fonction et qu'on ne pourra pas garantir la tenue d'une bonne rentrée scolaire pour lundi. Et en raison de ces revendications pour les personnels de vie scolaire, la rentrée a été perturbée hier au lycée Bellefontaine. Les élèves ont pu effectuer leur rentrée ce matin. Un accueil original leur a été réservé. Le reportage de Loïc Régis. Il faut se battre et puis on est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Un accueil en musique sur le titre Décidé d'Izzy Kenenga. Le proviseur plante le décor. Cette année, il compte davantage sur l'implication des lycéens. L'initiative est appréciée par les jeunes. Ça a changé des autres années où ils nous parlaient, on était fatigués. J'ai bien aimé. On est ici pour réaliser nos rêves, donc il faut aller jusqu'au bout et avoir le bac. C'était bien,
Ça nous a permis de réfléchir, de se décider. Les parents également présents dans l'assistance sont séduits par le discours de l'équipe pédagogique. Les élèves ont maintenant les cartes en main. Une équipe avec un proviseur très dynamique qui veut la réussite des enfants. Et je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est beaucoup de motivation, c'est beaucoup pour eux. Il faut qu'ils s'y mettent, quoi. Oui, et puis bon, je pense que, comme la dame disait, si on s'y met, on arrive. Et puis voilà, c'est la finale. Le lycée Nord-Caraïbe accueille cette année encore 600 lycéens. L'effectif reste stable pour les scolaires. Petit bémol en revanche au niveau du personnel, la restauration et l'internat connaissent une perte de moyens humains. Des contrats aidés ne sont pas renouvelés. On a un effectif diminué d'une dizaine de personnels. On doit travailler ensemble pour regarder comment on réorganise les différents services et puis quelles dispositions nous pourrons prendre pour pouvoir pallier ou encore temporiser quant à la retour à la normale. L'établissement affiche un taux de réussite aux examens de 90%. L'objectif annoncé pour la rentrée 2017 est tout simplement de faire mieux. L'actualité en Guyane, c'est l'élection de la liste de Karine Sinaï à la Chambre de commerce et de l'industrie. La chef d'entreprise et ses colistiers ont remporté le scrutin qui était organisé après l'annulation d'une première élection en 2016 en raison d'irrégularités. Le reportage de Jonathan Lariot. C'est officiel, la présidence de la Chambre de commerce de Guyane n'est plus vacante. C'est hier soir, après dépouillement des votes, que le résultat tombe. La liste engagée et déterminée pour la CCI remporte l'élection avec 21 sièges contre 13 de la liste CAP CCIG 2017. À la tête de la liste gagnante, Karine Sinaï. Cette femme d'affaires, gérante des transports Sinaï, continue sur une année pleine de victoires. Après son élection en tant que suppléante de Gabriel Serville aux législatives, elle pourrait bientôt prendre la tête de la CCIG. Je ne suis pas encore présidente ou je ne suis pas présidente de la Chambre de commerce et d'industrie. Cela se fera lors de l'Assemblée avec l'aval de tous les colistiers le 2 septembre. Je pense aux alentours du 12 septembre si eux décident de me porter toujours à la présidence. Là, il y a toujours ce besoin d'équilibrer les comptes. Donc, toutes nos décisions, même si on aimerait qu'elles soient plus rapides, il y a ça, l'équilibre financier de la Chambre de commerce. Donc on a déjà pas mal, on va dire, bouché le trou, comblé, mais il y a quand même un redressement, un contrôle des impôts qui a été fait au niveau de l'aéroport. Donc il y a encore ce déficit à combler en fait, quoi. Donc tout est important. Mais c'est clair qu'on aurait aimé avoir plus de moyens. La Chambre de commerce sort à peine la tête de l'eau. La nouvelle présidence en place devra prendre en main un établissement où tout semble à refaire. Mais Karine Sinaï ne s'annonce pas en messie. Elle se dit prête à endosser cette responsabilité pour ce mandat, mais ne souhaite pas s'éterniser à ce poste. On ne fait pas carrière à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est du bénévolat. Je dois laisser mon entreprise pour accorder du temps à cette structure pour qu'elle représente clairement l'ensemble des chefs d'entreprise de la Guyane, qu'elle réponde aux besoins en matière d'appui et d'aide aux entreprises en difficulté. À l'heure actuelle, c'est ce qu'ils recherchent. Beaucoup passent par l'intermédiaire de leur syndicat pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes, alors que la Chambre a totalement le devoir de répondre à ces besoins. Moi, je suis pour aider maintenant. Ça ne reste que la vision de Karine Sinaï et de ses colistiers. Donc, ce changement, moi je suis pour le fait que quelqu'un, au bout de 2 mandats maximum, que ça soit changé, qu'une autre personne prenne le relais et donne sa nouvelle vision et un souffle nouveau. Si jusque-là les affaires courantes de la Chambre de commerce étaient gérées par une commission provisoire, après plus de 6 mois dans le brouillard, la CCI devrait bientôt reprendre du service, fraîchement renouvelé. Retour en Martinique, la rentrée, c'est aussi sur ATV. Et pour démarrer cette nouvelle saison, ce soir, vous avez rendez-vous avec une nouvelle série, la série américaine Quantico. Elle met en scène les aventures d'une agent du FBI. Regardez. Je m'appelle Alex Parrish. J'avais toujours rêvé de protéger mon pays. Le cours de ma vie a été bouleversé. Vous êtes la seule survivante à proximité du site. Mais je ne me souviens de rien. Vous avez plus de souvenirs que vous ne le pensez. Tout a commencé il y a 9 mois, quand j'ai intégré l'académie du FBI. Ryan Booth. On s'est envoyé en l'air dans ta voiture il y a 6 heures. Il voulait les meilleurs. Ton père, c'est un homme plutôt insaisissable. Tu veux le dire ou il faut que je demande? J'ai pas dit toute la vérité pendant l'entretien hier. C'est pas ma mère qui a abattu mon père. Je l'ai tué. Voilà mon père,
Qui était-il? Quand j'ai dit oui pour la couverture, je pensais pas venir à l'académie. Restez proche d'elle, d'accord? Dites-moi ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Quoi? Quelqu'un de ma promo est un terroriste? On pense qu'il avait déjà un projet terroriste avant d'intégrer Quantico. Votre arme a été récemment utilisée dans votre appartement. Agent Booth! Je n'aurais jamais cru qu'avant de sauver mon pays, je devrais me sauver moi-même. Miranda, qu'est-ce que vous faites là? Il faut qu'on les sème. Accrochez-vous! Fuyez! Je dois découvrir la vérité. Voilà pour cet extrait. Rendez-vous tous les mardis à partir de 20 h sur ATV. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et on commence avec cette information pratique. Comme à l'accoutumée, votre planning pour le don du sang. Demain, vous avez rendez-vous entre 9 h et 14 h au centre commercial La Galeria, sur le parking entrée sud près du fleuriste au Lamentin. Considéré comme un Robin des Bois martiniquais, Médard Haribo, sculpteur autodidacte condamné au bagne pour de petits larcins, 44 ans après sa mort, son arrière-petite-nièce Huguette Vincent Bézès, artiste elle aussi, a décidé de lui rendre hommage avec une exposition qui était visible à l'hôtel de ville du Diamant. Une visite qu'a fait pour nous Hubert Bornil et Loïc Régis. Malgré une longue absence, Huguette Vincent Blaisès, l'arrière-petite-nièce de Médard Haribo, n'a pas du tout oublié son pays. Preuve, voici la maison où elle habitait, ici représentée à Sainte-Thérèse, avec l'église que l'on voit, et puis une vingtaine de tableaux dans le hall qui présentent la Martinique. Avant de quitter son île natale, Huguette Vincent a pu faire la connaissance de celui qu'on a surnommé depuis le Robin des Bois du Diamant, Médard Haribo, dont certaines de ses œuvres sont visibles au musée du Père David. C'est un très grand artiste, un homme de cœur. C'est un homme qui volait pour donner aux pauvres. C'est-à-dire qu'il avait construit une grotte qui est un véritable magasin dans lequel on pouvait trouver des lentilles, des pommes de terre, enfin de la salaison. Et il donnait tout simplement aux pêcheurs qui venaient, qui passaient non loin de sa grotte, puisqu'elle était en bordure de mer. Et ça commence là déjà, hein, avec la maison. Oui, que j'ai essayé de reprendre en relief. Et j'ai fait en pensant à tout ce que je pouvais faire pour bien faire reconnaître la maison de Médard. Une exposition d'une vingtaine de toiles, des paysages abstraits, le style est naïf et beaucoup de références à la mer. C'est le travail de cette Martiniquaise vivant dans le nord de l'Italie. Ça représente un peu un souvenir en honneur de mon grand-oncle. Revenir sur le lieu où il a vécu et pour redonner un peu vie à sa mémoire. Quand je peins, c'est à jet, à rejet. Et quand je pense à quelque chose, je peins tout de suite. Et je pense toujours aux Antilles. Quand je peins, j'aime les couleurs. Donc je pense toujours à faire quelque chose en pensant à mon île. Le Rocher, une île exil, l'exposition reste visible jusqu'au 23 juin. Voilà, c'est ainsi que referme cette édition locale et régionale. Restez avec nous à suivre le journal de BFM TV où on reviendra évidemment sur l'ouragan Irma. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout de suite.
Et vous êtes toujours sur ATV Martinique dans votre tranche info un petit peu rallongée en raison de l'actualité et de cet ouragan Irma qui arrive sur l'arc antillais. On va tout de suite partir à la préfecture où le préfet tenait cet après-midi, ce soir même, une cellule de crise. Les autorités qui rappellent les consignes à l'approche de l'ouragan, notamment en Martinique. On écoute le préfet de Martinique au micro de Sandrine Claude et de Johan Boulard. Martinique, ce qui nous préoccupe, c'est effectivement le risque vigilance rouge pour la mer, c'est-à-dire des vagues très hautes. On parle d'une hauteur moyenne qui peut atteindre 5 mètres, voire 7 mètres. Donc des risques de submersion. Donc les recommandations que nous passons à la population, c'est de ne pas aller sur la plage, de ne pas emprunter les routes côtières. Et pour ceux qui habitent dans les endroits les plus exposés, vraiment de se mettre en sécurité, voire éventuellement de dormir ailleurs ce soir. Le fait que ça se produise la nuit rend les choses plus dangereuses, d'où l'activation d'un certain nombre de PC, notamment le centre opérationnel départemental ici, la même chose chez les sapeurs-pompiers, les gendarmes et les policiers, et puis ce qu'on appelle le prépositionnement d'un certain nombre d'hommes, notamment une centaine de sapeurs-pompiers, et puis les brigades de gendarmerie aussi qui sont activées, et tous ceux-là ont pour mission de tourner pour prévenir, pour essayer d'identifier des risques de submersion et intervenir le cas échéant. Et pour être complet, sachez qu'à Matignon, une cellule de crise interministérielle a été mise en place selon un communiqué de Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe qui suivra point par point l'évolution de la situation aux Antilles. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Évidemment, l'ouragan Irma, il fonce droit sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy ce soir. Il atteindra d'ici la fin de la nuit. Vigilance rouge sur les îles du Nord et également en Guadeloupe. Nous avons fait le point sur les dernières informations météorologiques. La Martinique s'organise pour venir en aide aux éventuelles victimes. La Croix-Rouge a activé ses plateformes dans la Caraïbe. Nous avons pu rencontrer les pompiers de Martinique qui ont déjà prévu leur matériel. Les premiers effets de la tempête Irma sur nos côtes ce matin, des vagues de 3 à 4 mètres sur le littoral atlantique. Ce soir, des vagues qui pourront atteindre entre 5 et 10 mètres. Faites attention notamment sur les côtes. Et puis nous sommes revenus sur l'actualité de la rentrée au lycée de Bellevue de Bellefontaine, une rentrée retardée à cause d'un mouvement de grève lancé hier en raison du gel des contrats aidés. À suivre la météo présentée par Christine Lauréat. À 20h, votre série Quantico. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à demain.